Merci de me donner la parole et de me présenter avec tant d'indulgence. Ravi d'être avec vous. Et je voudrais commencer par un problème, c'est que on a remis en 2020 un rapport sur les 1000 premiers jours des enfants humains inspiré par l'éthologie animale. Essayez de faire rentrer ça dans la culture. C'est-à-dire que le rapport, pratiquement toutes les observations qu'on a faites sur les bébés préverbaux sont inspirées par des observations scientifiques de praticiens vétérinaires, de chercheurs du CNRS ou autres. Pratiquement toutes nos observations sont issues du monde animal. Et ça, quand je dis ça, je provoque une hébétude que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire qu'on reste encore dans une représentation du monde vivant clivé. Les animaux, machines, biologie, ce que vous voudrez, les êtres humains, surnaturels. On reste encore dans ce clivage de la représentation du monde vivant, et j'ai donc une demi-heure pour essayer de démontrer le contraire. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai choisi un sujet, langage animal, langage humain. C'est un sujet pas facile à partager parce qu'il est fait essentiellement de neurologie et de linguistique, qui sont deux disciplines passionnantes, scientifiques, mais il faut avoir quelques petites bases, mais je pense qu'on peut s'en sortir quand même. C'est-à-dire que euh, on confond la faculté de s'exprimer, la faculté de comprendre avec la parole. Pendant toute notre formation, j'ai quelques années de plus que vous, mais j'ai aussi une formation cartésienne, on est imprégné par une culture cartésienne. Et dans cette culture, le bénéfice de Descartes, c'est la méthode expérimentale. Le maléfice de Descartes, c'est le clivage entre un monde de machines et la parole humaine, qui est l'équivalent, qui est un avatar de l'âme. Or, il se trouve que cette manière de poser la question mène à des cul-de-sac conceptuels. Il y a eu beaucoup d'observations qui ont été faites sur si on isole un enfant humain, si on l'isole, quelle sera sa langue naturelle. Alors il paraît qu'il y a beaucoup d'observations qui ont été faites. Je cite celle que j'ai pas pu voir, un Psamétique Ier, un pharaon, j'étais encore jeune à cette époque-là, mais dans Psamétique aurait, et puis Frédéric II de Prusse. Alors ça, j'y crois plus parce que Duby, l'historien, venait à Toulon travailler avec nous de temps en temps, et il m'a montré des chroniques d'un historien, Salim Bénet, qui montre que effectivement Frédéric II de Prusse avait acheté une quarantaine d'enfants à des paysans et ces enfants avaient donc des conditions hôtelières bien meilleures, c'était dans un château, des conditions hôtelières bien meilleures que celles qu'ils auraient eues chez eux avec des paysans pauvres qui avaient une espérance de vie de 30 ans jusqu'à la fin du 19e siècle. Et ces enfants-là avaient autour d'eux, les gens avaient une consigne, ne pas parler, servir les enfants. Donc les conditions hôtelières étaient excellentes, les conditions humaines étaient une agression immense, c'est-à-dire la privation de parole. Bien sûr, alors l'enjeu c'était quelle serait la langue naturelle produite par un cerveau humain. Est-ce que ça serait le grec, l'hébreu, ou est-ce que ça serait la langue de leur famille? Bien sûr, aucun enfant n'a parlé. Ils sont tous devenus idiots, c'est le mot qu'on employait à cette époque, idiots profonds, et beaucoup sont morts parce qu'ils n'avaient pas appris à vivre dans un monde humain. Alors pour essayer de combattre cette attitude, je propose deux chapitres, philogenèse, ontogenèse. Philogenèse, comparaison entre tous les êtres vivants. Si vous voulez, les plantes aussi, si vous voulez, les poissons, si vous voulez, les mammifères, si vous voulez, les bébés humains, si vous voulez, nous-mêmes. Tous les êtres vivants, quelle est la comparaison? Et on constate que lorsque le monde vivant
le système nerveux se met en place progressivement. Les sangsues de mer ont, paraît-il, 20 000 neurones qui se croisent. C'est suffisant pour faire une vie de sangsues de mer suffisamment heureuse. Alors, elles peuvent résoudre tout ce dont elles ont besoin dans leur monde de sangsues de mer. Le chaud, le froid, l'ombre, la lumière, l'humidité, la sécheresse. Et elles traitent ces informations, elles y répondent, et comme il y a un croisement de neurones, il y a un début de mémoire. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire revenir une information qui n'est pas dans le contexte. Vous me suivez? Je suis en train de préparer la fonction du symbole et la fonction de la parole. C'est-à-dire que déjà, chez les sangsues de mer, où il y a un ganglion nerveux de 20 000 neurones, c'est pas un cerveau au sens mammifère du terme, mais c'est déjà une aptitude neurologique à faire donc elles peuvent apprendre. Elles peuvent apprendre, là c'est sec, j'y vais pas, là c'est humide, j'y vais, là il y a de l'ombre, ce qui vaut la valeur, l'éthos, la hiérarchie des valeurs morales dans un monde de sangsues avec 20 000 neurones. Elles peuvent déjà acquérir une expérience, elles peuvent déjà apprendre à mener leur vie de sangsues. Alors, bien, il y a eu un prix, les abeilles ont eu un prix Nobel en 1973 avec von Frisch. C'est des expériences que je vais résumer, mais vous les connaissez tous, hein. C'est-à-dire que von Frisch observe des abeilles et il constate que ce n'est pas un comportement mécanique, c'est un comportement qui déjà traite les informations du milieu auxquelles répondent le corps des abeilles. Alors si elles redressent l'abdomen, elles prennent la position avec une autre abeille pour transmettre une information et que elles redressent leur abdomen, elles prennent une position par rapport au soleil et par rapport à l'autre abeille, et elles indiquent le frétillement, elles indiquent la direction de la mielée, à la distance de la mielée, et von Frisch a appris à décoder, j'insiste sur le mot, décoder, c'est-à-dire comprendre le code des abeilles. Donc ce n'est pas encore un langage humain, c'est un code, mais avec ce code, elles arrivent à exprimer des informations précises. Et vous savez, vous l'avez sûrement lu, von Frisch regarde une abeille et il regarde la disposition, le soleil, l'inclinaison, le nombre de secousses, le frétillement, et il dit à 300 mètres dans cette direction, il y a un pot de miel de 3 kilos. Ils y vont et ils constatent que l'abeille avait communiqué une information. Il y avait un pot. Ça mérite un prix Nobel. Donc, les abeilles ont donc eu le prix Nobel avec von Frisch et n'ont rien changé à leur comportement. Elles sont restées très simples. Alors, ça veut dire aussi que c'est ce qu'on appelle cette danse des abeilles. Le mot est un peu métaphorique, mais déjà dans la préparation de l'idée que je vous propose, c'est que c'est pas le hasard. Ça commence déjà à s'organiser pour signifier quelque chose qui n'est pas dans le contexte. Je prépare ce que je vais dire tout à l'heure sur le symbole. Or, ce qui est frappant aussi, c'est que, alors ça c'est une publication plus récente, c'est que les abeilles allemandes n'ont pas tout à fait le même code que les abeilles italiennes ou que les abeilles égyptiennes. Alors, est-ce qu'on peut parler de culture? Je pense que le mot culture serait un peu risqué, mais je crois qu'on peut dire que le milieu écologique façonne, apprend aux abeilles à s'adapter à ce milieu écologique et à mettre au point un code qui communique entre abeilles, et les abeilles allemandes n'ont pas le même code que les abeilles égyptiennes, et elles restent pourtant des abeilles. Donc on ne peut pas vraiment parler de culture au sens humain du terme, mais on peut dire, je le redis pour souligner, c'est que le milieu façonne le comportement des abeilles, un comportement de communication. Et tout à l'heure, je reprendrai ça pour notre cerveau, à nous, êtres humains, nos enfants, nous-mêmes. Notre cerveau est sculpté par le milieu. C'est-à-dire que alors ça, c'est des publications qui datent de la neuroimagerie, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas une vue de l'esprit,
c'est qu'on photographie en neuroimagerie, c'est très facile à apprendre, hein, il suffit. Et on photographie en neuroimagerie. Il y a eu aussi un prix Nobel, Hubel et Wiesel ont eu un prix Nobel en 1982. Alors ça, s'il y a dans la salle des amis des animaux, ils vont être un peu choqués, mais il doit y en avoir quelques-uns. Hubel et Wiesel mettent un cache sur l'œil gauche de 30 chatons. Quand les chatons meurent, il y a une atrophie occipitale droite. Ils mettent un cache sur l'œil droit d'autres chatons. Quand les chatons meurent, il y a une atrophie occipitale gauche. Et on a la preuve facile à observer que une altération du milieu provoque une altération cérébrale. Et ça, je le reprendrai tout à l'heure pour les enfants humains ou pour nous-mêmes. Or, c'est de très vieilles observations qui ne sont pas rentrées dans la culture, c'est-à-dire que Nottebohm, en 1929, prend des oiseaux et ces oiseaux sont placés en isolement sensoriel. Quand les oiseaux meurent, ils ont tous une atrophie des deux systèmes limbiques, c'est-à-dire le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Ils sont seuls. Il n'y a rien à mettre en mémoire. Pourquoi voulez-vous que leur système limbique soit stimulé? Les neurones de leur système limbique ne sont pas stimulés puisqu'il n'y a pas d'autres oiseaux. Donc ils apprennent le chant génétiquement déterminé, mais c'est un chant qui ne communique pas. Il n'y a pas de phasé, il n'y a pas l'intonation. Or, les oiseaux seuls chantent, les autres ne peuvent pas comprendre. Les oiseaux placés dans un monde d'oiseaux chantent, mais ils apprennent l'accent, et les mésanges roumaines n'ont pas le même accent que les mésanges anglaises. Et quand on a fait ce travail avec Jacques Collin, on a enregistré le cri des goélands. Et j'habitais à Hyères à cette époque-là, et j'emmenais les étudiants observer les étudiants à Porquerolles. Et je leur disais, surtout ne lisez rien, succès. Surtout prenez un maillot de bain, succès. Prenez aussi un litre de rosée, succès. Et on partait avec les étudiants, et je leur disais, voilà, les goélands, ils sont autour de nous, ils ont quelque chose à nous dire. Ils ne vont pas le dire avec des mots, mais ils vont le dire avec des expressions comportementales. Et nous, naïfs, on ne sait rien, on a toute la journée, et ce soir, on devra avoir appris à décoder le langage des goélands. Eh bien, alors j'ai réussi à avoir une place de goéland honoraire auprès des goélands de Porquerolles. Le prix d'entrée, c'était une tranche de jambon, donc c'était une bonne affaire. Et en échange d'une tranche de jambon, ils m'acceptaient, ils venaient. Mes enfants parlent goéland couramment, avec l'accent marseillais, donc, mais ils se débrouillent très bien. Donc ça veut dire qu'on on a tous sous les yeux la preuve qu'on peut apprendre en une journée à comprendre le langage des goélands, qui n'est pas un langage humain. On ne l'a pas appris. Pourquoi on ne l'a pas appris? Parce qu'on a un postulat philosophique. Les animaux sont des machines, mais nous, êtres humains, on est des êtres surnaturels. C'est un postulat indémontrable, mais grâce à ce postulat, on s'empêche d'apprendre à découvrir le monde des animaux. Et là, on se permet tout, puisque ce n'est pas des êtres humains, puisqu'on pensait, j'entends encore souvent les animaux, de la part d'étudiants, j'entends encore les animaux, je suis étonné de ce que vous me dites, les animaux n'ont rien à nous apprendre. Et justement, je suis encore neurologue et psychiatre quand on a, ça c'est des maladies génétiques, hein, une fois qu'on a acquis cette maladie, on finit notre vie avec. Hein. Donc, je reste encore neurologue et psychiatre. Eh bien, quand on me demande de faire des cours, j'entends encore les animaux n'ont rien à nous apprendre. Eh bien, l'idée que je suis en train de préparer, c'est que plus on étudie le monde animal, plus on comprend le monde humain. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout du monde humain, puisque chaque espèce animale vit dans son monde, à nul autre pareil. Un monde d'abeilles n'est pas un monde de mammifères, n'est pas un monde de dauphins, n'est pas un monde humain, mais c'est un monde mental. C'est-à-dire qu'il suffit
il est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit. Il suffit de se décentrer de nous-mêmes pour oser visiter un autre monde mental, le monde animal, et ce que je viens de dire pose un problème humain fondamental. Il suffit de se décentrer de soi-même pour oser, pour tenter de visiter un autre monde mental que le nôtre. Et les événements qui se passent actuellement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que s'il y a des guerres de croyances, c'est parce qu'il y a, comme M. Schweizer l'a dit, c'est parce qu'il y a un arrêt de l'empathie. On ne s'intéresse pas au monde mental des autres, on ne cherche pas à le découvrir, que ce soit le monde mental d'animaux, chaque espèce a son monde mental, à nul autre pareil, ou que ce soit de monde mental d'êtres humains qui ont d'autres mondes mentaux que le nôtre, et on ne cherche pas à le découvrir, donc on peut tuer quelqu'un qui n'a pas la même croyance que nous, sans aucune culpabilité. Si on ne développe pas, comme je reprends la phrase de M. Schweizer, si on ne développe pas l'empathie, il y a une pédagogie de l'empathie possible. On sait ce qu'il faut faire. La pédagogie de l'empathie, c'est l'explication, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est la littérature. C'est l'explication des observations scientifiques ou des observations naturelles, même si la distinction que je viens de vous proposer est abusive. Tinbergen, j'ai rencontré Konrad Lorenz, qui parlait bien le français, et j'ai correspondu avec Tinbergen. Et Tinbergen disait, on peut presque tout le temps se passer du laboratoire, on peut très souvent se passer du laboratoire. Il y a dans le monde spontané, dans le monde naturel, des situations qu'on peut observer. Qu'est-ce qu'on fait, nous, cliniciens? on- Quand j'étais médecin, euh, je n'ai fendu aucun enfant, je n'ai ouvert aucun enfant. Simplement en observant la sémiologie d'un enfant, j'ai été formé médicalement, comme le sont les vétérinaires, plus que les scientifiques. J'ai été formé à me représenter ce qui se passait dans le monde mental d'un enfant, alors que je n'étais pas un vrai scientifique, j'étais un praticien. Donc je pense qu'il y a un savoir de praticien qui n'est pas un savoir de scientifique, qui est le savoir, ce que j'appelle les laboureurs, c'est-à-dire c'est les gens de terrain. Si on va sur le... Et tous les gens dans la salle sont des laboureurs. Les aides-soignantes, les infirmières, les paysans ont une expérience de terrain qui n'est pas assez valorisée par notre culture, qui ne donne, qui ne donne la parole à des scientifiques qui sont parfois passionnants, c'est eux qui font notre nouvelle culture, et qui sont parfois abusifs. Alors si on se fie, alors il faut garder bien sûr le savoir scientifique, mais il ne faut pas lui donner toute la parole. Je pense que nous, les laboureurs, on a aussi un savoir qu'on doit faire savoir, qu'on doit partager. Et c'est la fonction de probablement de ce qu'on appelle du vilain mot de vulgarisation. Je pense que c'est le partage du savoir. On est invité fortement à partager le savoir. Exemple, dans ma discipline, quand j'ai pris mon premier poste de chef de service à l'hôpital psychiatrique de Digne, il y avait des suicides et le stéréotype culturel disait il faut être fou pour se suicider. Donc les gens en coma étaient envoyés à l'hôpital psychiatrique où personne ne savait les réanimer. On n'était pas formé pour ça. Dès l'instant où on a fait entrer dans la culture que les gens qui se suicident ne sont pas fous, ils sont malheureux et seuls. Dès l'instant où cette banalité est rentrée dans la culture, il n'y a plus un seul commun dans les hôpitaux psychiatriques. Donc la vulgarisation, il faudrait qu'on proposez-moi un autre mot, vulgarisation, partage du savoir, il doit y avoir un autre mot. Ce partage du savoir, je pense que cette réunion a pour enjeu le partage des savoirs, et ce partage des savoirs a une action sur la culture qui modifie nos comportements, qui modifie nos engagements dans la vie avec l'éducation des enfants, des âgés et des animaux. Moi je dis de tous les êtres vivants. Alors, vous remarquerez sûrement que les chats miaulent surtout dans un monde interhumain.
et que dans un monde interchat, ils miaulent que pour la bagarre ou la sexualité, ce qui est souvent associé chez les êtres humains aussi, hein. C'est un... donc, mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris, dans leur monde de chat, que nous, c'est un orifice important, c'est l'orifice qui donne à manger, c'est l'orifice qui émet des informations signifiantes, et les chats répondent. Alors ils répondent pas à nos mots, mais ils répondent à des expressions sensorielles qui veulent dire quelque chose dans leur monde de chat, et beaucoup d'espèces de chats répondent, miaulent dans un monde interhumain. Quant aux chiens, les chiens humanisés, alors ils ont, phylogénétiquement, on constate que les chiens, y a le lobe préfrontal augmente entre les espèces. C'est-à-dire que les sangsues de mer n'ont pas, ils ont un ganglion, un croisement de neurones, mais lorsqu'on arrive aux oiseaux, on voit des lames de préfrontal au-dessus du bulbe olfactif. Lorsqu'on arrive aux mammifères non humains, on voit un lobe préfrontal de 15-20% selon les espèces, 15 à 20% chez les chiens, 25% chez les primates non humains, 30% chez les humains, plus l'accès à la parole, et cette phylogenèse qui permet de comparer les cerveaux entre les espèces vivantes permet de comprendre qu'un processus se met en place dans le monde vivant qui est de décontextualiser les informations. Et là, j'entre dans le monde humain, c'est-à-dire le monde de la parole. Parce que même si les animaux ont beaucoup de choses, comprennent énormément de choses, hein, je le redis volontairement, pratiquement toutes les observations qu'on a remises au gouvernement sont des observations issues du monde animal. Le rapport des 1000 premiers jours qu'on a remis, il en est actuellement à sa 16e traduction internationale. Les Japonais sont en train de le traduire et ces traductions modifient complètement la manière d'élever les enfants et la manière d'établir des relations entre nous. Notamment, les décisions gouvernementales ont déjà été prises, le congé paternité a été voté, le congé maternité vient d'être augmenté parce qu'on a compris, les animaux nous ont fait comprendre que la niche sensorielle qui entoure un nouveau-né, animal ou humain, un nouveau-né, c'est quand cette niche sensorielle est structurée, stable et structurée, l'être vivant, animal ou humain, développe toutes ses compétences génétiques au mieux de ses compétences. Si la niche sensorielle est mal structurée, je reprends les observations sur les chatons, si la niche sensorielle est mal structurée, il y aura une altération du cerveau et les enfants partent mal dans la vie, ils partent avec un handicap dans la vie. Les enfants, les nouveau-nés, que ce soit des nouveau-nés animaux ou des nouveau-nés humains, ils se flanquent, on leur flanque un handicap dans la vie parce que l'environnement est mal structuré. Et ça, c'est issu de l'éthologie animale. Alors, les chiens comprennent. Alors, selon les vétérinaires, il y a des vétérinaires qui me disent les chiens comprennent 200 mots, d'autres disent les chiens comprennent 300 de nos mots. Alors là, je suis dans les mots, je ne suis plus dans le code. 300 mots, c'est suffisant pour faire une carrière politique, hein. C'est-à-dire, c'est peut-être même trop, c'est peut-être... donc, donc, ils comprennent un grand... Mais alors, tous les étés, j'allais marcher en montagne avec un ami qui avait deux épagnols, qui sont des chiens d'une grande beauté, et c'était en Provence, donc bien sûr on faisait la sieste. Et le signal de la fin de la sieste, c'était qu'il disait, il se réveillait, et il disait, bon, on y va. Les deux chiens filaient vers la porte, ils entendaient, on y va, ils filaient vers la porte, et ils regardaient la serrure, le propriétaire, la serrure. Qu'est-ce que ce comportement nous fait comprendre? C'est qu'une sonorité, une prosodie, on y va, leur fait comprendre une sonorité convenue, désigne quelque chose qui n'est pas dans le contexte. On y va, on va sortir par la porte, mais moi, chien, épagnol, breton, aussi beau soit-il, je ne sais pas ouvrir une porte. Je n'ai pas la pronosupination. Donc c'est mon propriétaire, donc je regarde la porte, et je désigne avec ma truffe
je désigne l'endroit où il doit agir pour qu'on y aille. C'est-à-dire qu'on a là une compréhension. Eh bien, on a la même compréhension chez les bébés humains, et ça, c'est une découverte qui a modifié la clinique psychiatrique. C'est la thèse d'Anne Robichet que j'ai dirigée. C'est qu'un bébé de 10-12 mois qui pointe du doigt, qui désigne, c'est un geste désignatif, ce bébé qui a 12 mois pointe du doigt, on sait qu'il parlera. Parce qu'il a compris que par ce geste désignatif, il va agir sur le monde mental d'un autre pour obtenir quelque chose qui n'est pas dans le contexte. Et pourquoi est-ce que je redis volontairement ça? C'est que c'est la définition du symbole. Mettre là un objet qui représente un autre objet qui n'est pas là. C'est la définition du symbole. On a la preuve comportementale que les animaux ont accès au symbole, c'est-à-dire à un monde mental. C'est enraciné à la fois dans le cerveau et dans la relation, puisque un animal privé d'altérité, les expériences cruelles de Harlow que beaucoup de gens dans la salle vont détester, c'est pourtant l'expérience de Harlow qui a démontré que les animaux étaient des êtres de sensibilité et que c'est ces expériences cruelles qui permettent d'affirmer, qui permettent aussi la loi de 2015 qui fait que maintenant les animaux sont des êtres sensibles avec lesquels on ne peut pas tout se permettre. Alors nous, maintenant, je vais maintenant rentrer dans le monde humain, c'est-à-dire que je vais garder le monde du cerveau, on a un cerveau, le monde du code, le monde de la gestualité signifiante qui désigne quelque chose de signifié qui n'est pas là, c'est une autre définition du symbole et qu'on partage avec énormément d'autres êtres vivants. Mais nous, êtres humains, alors les primates non humains accèdent déjà à ce monde mental de la désignation. Parce que beaucoup d'animaux sont capables de mentir. Et que le comportement de mensonge, c'est pour nous, c'est la preuve que par ce comportement, ils peuvent agir sur le monde mental de l'autre, ce qui est la fonction de la parole. La parole, si je parle, c'est pour essayer de vous transmettre, de modifier votre monde mental. Donc, je veux agir sur votre monde mental en vous racontant des histoires. Eh bien, les animaux le font pas avec la parole, ils le font avec des comportements, et notamment, et alors il y a la feinte de l'aile brisée du diamant tacheté, quand un prédateur arrive, le mâle se met à tourner en laissant pendre une aile, donc ça attire le regard du prédateur, et quand pendant ce temps la femelle s'en va avec les petits qui ont déjà reçu l'empreinte et qui suivent leur mère, donc elle s'en va, elle met les petits à l'abri, et quand le prédateur arrive sur le mâle qui fait semblant d'être blessé avec une aile, et il n'agite qu'une seule aile et pas l'autre, hop, le mâle s'envole et le prédateur peut aller se faire cuire un œuf. C'est-à-dire que il a le diamant acheté par ce comportement a agi sur le monde du prédateur pour l'orienter sur une fausse information. Alors les singes font ça extrêmement bien. Ils peuvent, par exemple, ils cachent. Alors là, il y a beaucoup d'expérimentation de terrain qui non cruelles sur le terrain. Il entre et en présence le singe cache une réserve d'aliments et expérimentalement, le singe voit que d'autres singes l'ont vu. Alors il cache ses aliments, et puis il attend que les autres singes s'en aillent, et pendant qu'ils sont partis, il prend ses aliments, il va les cacher ailleurs, et il se remet à garder le lieu où il a caché les aliments la première fois, mais il n'y a plus d'aliments. Donc il a, par son comportement, il a orienté vers une autre cache. Avec Jean-Claude Fady, que vous avez sûrement connu quand il était au CNRS d'Aix-Marseille, il m'avait montré que les femelles, qui sont moins lourdes et moins rapides que les mâles, elles voient des aliments. Les aliments, on va dire, sont à gauche. Elles poussent des cris d'admiration et elles se précipitent sur la droite.
Les mâles qui sont plus rapides et plus gros se précipitent sur la droite, et la femelle, pendant ce temps, va à gauche chercher les aliments. Par son comportement, elle a orienté le comportement des mâles là où n'étaient pas les aliments. Alors, est-ce que mon chat est capable de faire ça? Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, mon chat est capable. Alors ça, j'entre dans la théorie de l'esprit qui est partie du monde animal. Hein. C'est Premack et Woodruff, les premiers, qui ont eu l'idée de faire cette expérimentation dans les mondes animaux. C'est-à-dire que les animaux sont capables de traiter des informations absentes. Euh, ils cachent, ils disent, ici, il y a est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que vous faites un sursis de 5 minutes, 2 minutes? Bon, je peux négocier à 3 minutes, merci. Donc, ici, il y a un panier, et dans ce panier, on met un ballon. Là, il y a une armoire. Il y a une équipe de chercheurs et une série d'enfants de 3 ans, une autre série d'enfants de 4 ans. Et le chercheur demande à son compère de sortir. Pendant que son compère est sorti, il prend le ballon, il l'enlève du panier et il le met dans le placard. Puis il demande au compère de revenir. Et il demande aux enfants de 3 ans où va-t-il chercher le ballon. Tous les enfants de 3 ans disent je sais que le ballon est dans le placard, donc il va chercher le ballon dans le placard. Et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les enfants deviennent capables de se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde d'un autre, et ils pensent, les enfants de 4 ans disent, je sais que le ballon est dans le placard, mais je comprends aussi qu'il croit que le ballon est dans le panier, donc il va chercher le ballon dans le panier. Donc, cette ontogenèse de l'empathie, alors ça c'est un travail qu'on a refait à Marseille avec Maurice Royan, avant qu'il soit nommé à Stanford, c'est qu'on a refait, mais là on a pris une population d'enfants humains abandonnés. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus en Europe, même dans les pays riches comme l'Allemagne ou la Suisse. Il y a de plus en plus d'enfants abandonnés. On a fait donc une population d'enfants abandonnés et on s'est rendu compte que à l'âge de 4 ans, pratiquement tous ces enfants qui avaient été abandonnés en carence affective n'étaient pas capables de se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde d'un autre. Et comme les enfants de 3 ans, ils disaient « Je sais que le ballon est dans le placard, donc il va chercher le ballon dans le placard ». Cette observation, qui a été 100 fois refaite, est partie de l'éthologie animale, Premack et Woodruff, deux primatologues, permet de poser un problème éducatif humain fondamental qu'on a soutenu à la commission des 1000 premiers jours, qui a été très bien accepté, parce qu'on sait chez les animaux, chez les primates, qu'un animal qui a besoin d'un autre pour devenir lui-même, si les hasards de la vie, les accidents de la vie, ou parfois des expérimentations cruelles, le privent d'altérité, son cerveau est altéré, il ne pourra pas faire cette performance intellectuelle. Et là, donc, ça remet en cause nos principes éducatifs, et c'est pour ça que le gouvernement a accepté le congé paternité et l'augmentation du congé maternel. Alors là, je vais terminer. Monsieur le Président, vous êtes content? Je vais terminer en disant finalement que mon chat noir comprend l'expression de mes émotions mieux que nous, êtres humains, probablement. Quand je suis fatigué, il vient contre moi. Quand je suis malade, j'ai la fièvre, alors là, il vient contre moi parce qu'il me considère probablement comme un radiateur. Parce que euh, mon chat noir perçoit l'expression de mes intentions probablement mieux que nous, êtres humains. Un tout petit signe du corps, pourquoi il me regarde comme ça? Oh là, il n'a pas envie de bouger. Oh là, il est agressif. Il comprend l'expression de ce qui est dans mon monde mental. Je vais l'agresser, je vais jouer avec lui, je vais le caresser. Il le sait avant moi. Parce qu'un minuscule indice de mon corps l'a informé que je voulais l'agresser, ou que je voulais le caresser, ou que je voulais le nourrir. Il le sait.
mais mon chat noir, est-ce qu'il est capable de se représenter mes représentations? Pendant très longtemps, il y a eu les feux de la Saint-Jean que vous connaissez. Il était de coutume, un rituel culturel chrétien consistait à attraper les chats noirs d'un village, à les mettre dans un sac, à pendre le sac au-dessus d'une potence, à faire un feu au-dessous. Le feu mettait le brasier mettait le feu au sac, les chats tombaient dans le brasier, prenaient feu, s'enfuyaient dans la foule, et les gens sautaient par-dessus les chats enflammés. Et c'est Richelieu ce qui a fait passer une loi interdisant ce jeu cruel, mais ce qui reste de ce jeu, c'est qu'à la Saint-Jean, on joue encore à sauter par-dessus des petits brasiers. Donc, est-ce que mon chat est capable de comprendre l'expression de mes représentations? Est-ce qu'il est capable de comprendre que certains êtres humains voulaient mettre le feu aux chats noirs parce que les chats noirs, étant ramenés d'Égypte par la première croisade, étaient les représentants des Arabes. Donc il était moral de mettre le feu aux chats noirs. Je crois que mon chat comprend beaucoup de choses que je partage avec lui, mais je crois qu'il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre l'expression de mes représentations. Et là, je termine par ce qui fait la force, la merveille et l'horreur de la condition humaine, c'est qu'on est capable, grâce à l'accès au monde des mots, on est capable de faire des pièces de théâtre, des romans, des théories philosophiques ou psychologiques passionnantes, des créativités scientifiques passionnantes. On est capable, mais on est capable aussi de faire des récits totalement coupés de la réalité sensible. C'est la définition du délire. Il n'est pas nécessaire d'être psychotique pour délirer. D. Privatif lira Le sillon sur la terre. Nous, êtres humains, on peut délirer sans être des malades mentaux. Regardez ce qui se passe actuellement en Europe, au Proche-Orient, en Asie, dans un nombre croissant de pays où des peuples malheureux votent pour un escroc culturel qui prétend être le sauveur. Votez pour moi et je sais d'où vient le mal. Il vient des étrangers, il vient des juifs, il vient des arabes, il vient des sorcières. Les premières sorcières brûlées, c'était les femmes qui avaient un savoir, les sages-femmes ou les femmes qui avaient des poisons, c'est-à-dire qui savaient, puisqu'elles cuisinaient. Donc, si j'ai trouvé des documents, puisque les femmes cuisinent, puisque les juifs sont souvent médecins, vous avez remarqué qu'il a bu de l'eau et qu'il est tombé malade. C'est la preuve que c'est la sorcière ou le juif qui l'a empoisonné. On est capable de ça aussi. Et ça, je crois que mon chat noir ne sait pas le faire. Merci de m'avoir écouté.